Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité. Alors vous savez que c'est une émission qui médiatise des gens qui gagnent à être connus. Et donc aujourd'hui nous recevons Franck Abed. Bonjour Franck. Bonjour. Alors Franck, je vais vous présenter et puis nous passerons au vif du sujet. Donc vous avez 28 ans, vous vous définissez comme catholique et monarchiste. Voilà. Donc comme Thierry Ardisson. On y reviendra peut-être après. Votre premier ouvrage est intitulé La réconciliation impossible et il est paru aux éditions Godefroy-Dubouillon le 14 septembre 2009. Il s'agit d'un dialogue historique entre un révolutionnaire et un monarchiste qui se déroule en 1802. Voilà, vous préparez actuellement la sortie de votre deuxième livre pour le dernier trimestre de l'année 2010 et cet été vous comptez terminer votre troisième livre, donc ce sera une trilogie, pour conclure cette trilogie donc politico-romanesque. Et ensuite, vous vous attellerez à publier des ouvrages purement politiques. Alors, bon, première question déjà, puisque vous venez de publier un livre, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui. Très bien, alors déjà merci de m'avoir invité. Merci de votre présentation par rapport aux gens qui méritent d'être connus. Alors par rapport à ce livre Réconciliation impossible, c'est un dialogue, comme vous l'avez dit, entre un révolutionnaire et un royaliste qui se retrouvent en prison. Et les deux exposent leurs raisons de leur engagement politique, pourquoi ils se sont engagés l'un dans la Révolution et l'autre dans la défense du roi. Ils parlent 3 jours, et au bout des 3 jours, on se rend compte que la réconciliation est impossible. Alors pourquoi j'ai intitulé ce titre « Réconciliation impossible » ? En ce sens qu'il y a pour moi une profonde dichotomie entre les idées nouvelles, qui naissent avec la Révolution, et avec les idées traditionnelles. Et aujourd'hui, certaines personnes essaient de concilier l'inconciliable, et justement pourquoi ce dialogue en 1802 ? C'est parce que Napoléon justement a essayé de concilier 2 tendances. Et je pense que malheureusement, on ne peut pas concilier des choses inconciliables. On ne peut pas, disons, vouloir mettre en place en France un régime démocratique par rapport au fait que ce n'est pas la tradition dans notre pays. Et aujourd'hui, après 200 ans de démocratie et de république, on voit bien que ce régime ne correspond pas du tout aux Français, mais surtout à la France. Donc pour moi, ce livre est très important, c'est mon premier. Et surtout, je voudrais insister là-dessus, vous avez très bien dit dans votre présentation que je suis catholique et monarchiste. Aujourd'hui, me concernant, c'est le sujet essentiel. C'est-à-dire que certains parlent de manipulation médiatique, d'autres parlent d'autres choses, hein, chacun parle un peu de tout. Aujourd'hui, pour moi, c'est le sujet essentiel. Est-ce que la France est catholique? Est-ce que la France est monarchiste? Et je cite toujours une phrase que m'avait dite Pierre Pugeot, lorsque je réalisais mon mémoire en sciences sociales et politiques sur les mouvements royalistes. Lors d'un entretien, M. Pierre Pugeot m'avait dit « Vous savez, jeune homme, la France redeviendra catholique et monarchiste ou elle disparaîtra. » Aujourd'hui, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Plus la France s'éloigne du catholicisme et de la monarchie, plus elle devient n'importe quoi. Notamment, on trouve cet écho notamment dans la phrase d'Éric Besson « La France n'est ni un peuple, etc. etc. » C'est une thèse. Alors, justement, vous dites que vous êtes catholique et monarchiste. Est-ce que vous l'êtes est-ce que vos parents le sont? Et comment vous l'êtes devenu vous-même? Alors moi, je suis devenu catholique et monarchiste. Déjà, j'ai toujours été catholique. J'ai toujours été profondément monarchiste, aussi loin que... Toujours, depuis ma tendre enfance. Toujours aussi loin que je me souvienne. Ouais. J'ai toujours été... Vous en avez hérité, justement? Non, pas spécialement. Ma mère vote à droite, de droite classique. Ouais. Mon père est plus de gauche nationale. Ouais. À la maison, on ne parlait pas de monarchie. Si vous préférez, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, par les livres d'histoire, j'ai beaucoup lu. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et en fait, pour tout vous dire, pour être tout à fait honnête, c'est ma petite intelligence qui m'a amené à ce raisonnement qui fait que la monarchie catholique est le meilleur système qui convienne à la France. C'est-à-dire, ce n'est pas une tradition familiale, ce n'est pas un grand frère ou un papa ou un grand-papa qui m'a dit ça, c'est par mes lectures et par mon analyse. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit bien, en 200 ans d'histoire, la République a été incapable de régler les problèmes qu'elle s'est souvent elle-même créés. Il y a eu 3 guerres catastrophiques, 3 guerres catastrophiques, oui. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui la Troisième Guerre, pour moi, qui est cette guerre en fait contre la société moderne. Donc aujourd'hui, il est clair que se dire républicain et
se dire républicain, pour moi, n'est pas très sérieux, surtout quand on voit les résultats de ce régime. C'est-à-dire que ce régime n'est pas très brillant au point de vue des résultats. Alors justement, prenons l'exemple que vous donnez. Bon, les deux guerres mondiales, c'est intéressant parce que selon le camp où on se trouve, par exemple, j'entends souvent chez les libéraux, par exemple, ils disent que ce sont les guerres menées par l'État. Donc c'est la preuve que l'État échoue. Après, vous avez les laïcs qui disent, ou les religieux plus précisément, qui disent, au contraire donc, qui disent, bah voilà, ce sont des guerres menées par des tyrans athées. Donc c'est bien la preuve que c'est la religion. Et puis les laïcs vont vous dire, mais non, enfin, bon, finalement, est-ce que c'est vraiment une preuve de quoi que ce soit? Parce que tout le monde va y trouver son intérêt dans cette interprétation-là. Ce que je veux dire, c'est que depuis 2000 ans, il y a toujours eu des guerres. C'est pas tellement inhérent à un régime politique. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis 200 ans, la République se montre incapable de gérer et de créer des problèmes. Vous parlez très justement de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, on a été quasiment incapable de la gagner tout seul. En ce sens que la République, rentrant en guerre contre l'Allemagne, contre les empires centraux, nous avons reçu de l'aide des Anglais, nous avons reçu de l'aide des Américains. Jusqu'à preuve du contraire, la personne qui a signé la paix en 1918 n'est pas un roi, n'était pas quelqu'un non plus de catholique. Ils n'ont pas réussi à gagner la guerre. La France n'a pas réussi à gagner la République, plus exactement, n'a pas réussi à gagner la guerre toute seule. Ensuite, il y a eu la paix. La République, toujours elle, n'a pas été capable de gagner la paix. Conséquence, 1939-1945, conséquence, deuxième guerre. Cette deuxième guerre, on est vaincu après des combats où les soldats français se sont montrés très courageux, contrairement à ce que la légende raconte. Il y a eu l'occupation. Encore une fois, les Anglais et les Américains viennent nous aider. Et encore une fois, on a été incapable de gagner la paix. Suite à la Première Guerre mondiale, que la République avait mal gérée, on a la Deuxième Guerre mondiale. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a la mainmise idéologique, culturelle, économique de l'Empire anglo-saxon. Je pense, et là ça ne regarde que ma propre personne, si nous avions eu un roi dans lequel le pays puisse s'incarner, les choses eussent été différentes. D'accord. Mais comme vous le dites vous-même, il y a toujours eu des guerres, et Louis XIV n'était pas le dernier à aller en guerre. Il y a quand même une différence essentielle, ce n'est qu'à partir entre... Il faut bien comprendre une chose qui est mésestimée par les historiens officiels, et par les historiens peu sérieux en général, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre les guerres de l'Ancien Régime et les guerres de la Révolution. Les guerres de l'Ancien Régime, c'était des guerres réservées à une armée professionnelle. À partir de la Révolution, ce sont des peuples qu'on jette les uns contre les autres, la levée en masse, chose qui était totalement impensable avant. Et donc, c'est la Révolution qui a donné naissance à cette guerre moderne, à savoir pays contre pays. Avant, il n'y a jamais eu ça. Mais vous diriez que Jacques Chirac est contre-révolutionnaire parce qu'il a réinstauré l'armée de métier, par exemple? Je dirais que surtout que Jacques Chirac a trahi ses idéaux politiques de jeunesse. Ouais. Après, je ne dirais pas qu'il est contre-révolutionnaire, ne me définissant pas moi-même contre-révolutionnaire. Voilà. Mais surtout, ce que je constate sur le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne croit l'État républicain capable de gérer les problèmes. Plus personne ne croit. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde vous dit l'État est incapable de gérer quoi que ce soit. Vous avez quand même, certes, une forte abstention aux élections, mais enfin, aux dernières élections présidentielles, vous aviez 85% de participation. Oui, mais moi je ne dis pas que la République est mauvaise parce que les gens ne votent ou ne votent pas. Ça, ce n'est pas un argument absolu. L'argument absolu, c'est de dire que le régime républicain est intrinsèquement mauvais en soi. C'est-à-dire que même si certains disent oui, la République, ce n'est pas un bon système parce que ça ne fonctionne pas ou parce que ça ne marche pas, c'est un argument, mais ce n'est pas un argument de poids. L'argument de poids, c'est de dire que le système républicain et démocratique est intrinsèquement mauvais, en ce sens qu'il est profondément démagogue, et en ce sens qu'il est profondément tourné vers l'homme. D'accord. Je pourrais développer, mais... Justement, venons-y, parce que c'est intéressant. En fait, vous dites, vous n'êtes pas démocrate, on est d'accord? Ça dépend ce que vous entendez par démocrate, c'est-à-dire que... Bon, pardon. Ouais. Parce que pourtant, vous jouissez des avantages liés à la démocratie. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, je les ai listés justement. Alors, on peut en penser ce qu'on en veut, mais enfin, la liberté d'expression aujourd'hui est supérieure à celle dont on jouissait en France jusqu'à la Révolution, notamment en monarchie absolue. La liberté de conscience, c'était compliqué quand même de changer de religion ou de ne pas avoir de religion. La liberté d'entreprendre.
l'égalité en droit, donc la méritocratie. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je prends votre exemple, par exemple, ce sont vos capacités qui vous ont permis d'être là où vous êtes, et c'est pas votre naissance. Ça, c'est quand même important. Et alors, je passe sur... non, je ne passe pas justement sur tout ce qui est espérance de vie, mortalité infantile, qui se sont largement développés depuis la Révolution et pas avant. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait faire 15 enfants pour en garder 3 et encore... bon. Donc, comment vous gérez ces contradictions-là? Autant, c'est pas une contradiction. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Non, parce que je pense que la question est dans la contradiction. C'est-à-dire que autant reprocher à Clovis de ne pas avoir inventé le vaccin contre la grippe, autant reprocher à Colbert de ne pas avoir inventé la fusée spatiale, autant reprocher à Saint-Louis de ne pas avoir inventé le TGV. Donc cette question en fait ne se pose pas. Par rapport à la liberté d'expression, je remarque que quelqu'un comme Voltaire, qui était profondément... critique avec le régime, n'a jamais eu de problème dans sa vie. Mais il a dû s'expatrier comme Victor Hugo d'ailleurs. Oui. Mais c'était un peu après. Et il a dû s'expatrier. Non, mais aujourd'hui, par exemple, je prends un cas très précis. Vous avez parlé, par exemple, de la méritocratie, mais on reviendra sur Voltaire juste après. Oui. Colbert était fils de drapier. Aujourd'hui, en République, vous parlez souvent de la méritocratie, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Lorsque vous regardez l'Assemblée nationale, lorsque vous faites des statistiques, il n'y a que 2 ou 5% d'ouvriers représentés à l'Assemblée nationale. Donc en fait, encore une fois, la République, c'est la mascarade. On vous fait croire à l'égalité des chances, sauf que l'égalité des chances n'existe pas. Il n'y a pas longtemps à la télé, je regarde la télé de temps en temps pour savoir ce qui s'y passe, il y avait un reportage sur Henri IV. On voit en fait que la République, en fait, contrairement à son désir égalitaire, elle vole les meilleurs, ce lycée vole les meilleurs élèves de toute... vous parlez du lycée Henri IV, pas du droit. Hein. Non, du lycée Henri IV. Non, je parle du lycée Henri IV. Le lycée Henri IV, voilà. Pille en fait les meilleurs éléments des lycées français pour pouvoir faire un lycée d'élite. Donc en fait, la méritocratie, elle est quand même encore une fois très particulière. Je ne dis pas encore une fois que la monarchie est le système parfait. Attends, je n'ai jamais dit ça. Je dis que le système monarchique est celui qui convienne le mieux à la France. Encore une fois, si la République, pendant ces 200 ans, elle a pu avoir certaines grandes réalisations, c'est parce que justement les fondamentaux ont été construits et posés par les rois de France et tous ceux qui ont collaboré à leurs œuvres. Je prendrai des exemples. Aujourd'hui, lorsque les gens viennent en France, qu'est-ce qu'ils viennent voir? Le Mont Saint-Michel, les châteaux de la Loire, le château de Versailles, Notre-Dame, la Tour Eiffel, un petit peu la Tour Eiffel. Mais encore une fois, entre la Tour Eiffel qui est un tas de ferraille et le château de Versailles ou le château de Chambord ou la ville de Lourdes ou le Mont Saint-Michel, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils viennent voir en France? Ils viennent voir les châteaux et les églises. Ils ne viennent pas voir le viaduc de Millau. Donc encore une fois, si notre pays aujourd'hui est un pays aussi touristique, c'est grâce notamment aux rois qui ont fait la France, comme le disait très justement Charles Maurras. Les rois ont fait la France, elle se défait sans les rois. Et aujourd'hui... C'est vrai qu'en citant Maurras, vous allez vous faire plein d'amis là. Plein d'amis ou plein d'ennemis aussi. Hein. Non mais c'était ironique justement. Oui. Non mais nous avons le droit de parler de Maurras, mais aussi de le critiquer. Me concernant, je suis plutôt critique sur son œuvre, même si je reconnais que cette phrase est très juste. Je vous sais attaché à l'indépendance française et nationale. Or aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes d'indépendance nationale, les rois ont fait la France se défait sans les rois. On voit bien que cette phrase prend tout son sens, par exemple en matière de politique étrangère, en termes de politique extérieure. Oui, mais déjà sous les rois, si vous me permettez, elle se défaisait. Si on prend le seul exemple de Louis XV, par exemple, qu'est-ce que vous avez à dire sur Louis XV? Si vous préférez, encore une fois, le roi, quel qu'il soit, n'est pas infaillible. Donc un roi ne peut commettre des erreurs. La France se défaisait sous Louis XV. La France s'est défaite sous Louis XV en ce sens. Oui, c'est vrai, je ne dirais pas le contraire. Si vous faites, il y a des faits historiques. Ce que je constate, c'est que la France, de la naissance de la France, 496, par le baptême de Clovis, jusqu'à la Révolution, le pays a plus prospéré et grandi. Depuis 1589, notre pays est en recul sur tous les plans, démographique, économique, intellectuel et culturel. Donc si vous préférez, j'insiste là-dessus, je ne dis pas que les rois sont parfaits et que le système monarchiste est parfait, je dis que c'est le système qui convient le mieux à la France, ne serait-ce parce que la monarchie est une institution surnaturelle. Très bien. Donc, pour résumer, vous ne partagez pas, c'est pas une question, mais vous ne partagez pas la phrase de Churchill, la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Churchill a aussi dit, on cite souvent cette phrase en oubliant l'autre partie de la phrase, il a aussi dit, pour se rendre compte de la nullité de la démocratie,
Il suffit de parler avec un électeur moyen pendant 5 minutes. Très bien. Alors, dernière question, et puis nous en arriverons à la fin de ce quart d'heure de célébrité. Vous êtes aussi catholique, très attaché au pape. Que pensez-vous d'un pape dont on parle quand on se réfère par exemple à l'esclavage, qui était Nicolas V, qui a donc émis cette bulle justifiant l'esclavage pour les rois portugais notamment, et espagnols je crois. Est-ce que ça vous choque, vous, le catholique, ou qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ce qui me choque, c'est que la traduction qui est faite de ce texte est totalement mauvaise. Ça, c'est la première chose qui me choque. La deuxième chose qui me choque, c'est qu'on ne dit jamais assez que l'Église a été la première institution religieuse, morale, et aussi de ce fait politique, à condamner l'esclavage. Il y a un certain nombre d'encycliques qui condamnent l'esclavage. Donc par rapport au pape Nicolas V, je serais très intéressé, et là je vous tends la perche, de participer à un débat contradictoire sur Nicolas V, parce qu'aujourd'hui ce pape est victime de l'opprobre, comme aujourd'hui le pape Benoît XVI est victime de la haine et de l'invindicte populaire. Et souvent, très souvent, même si ce n'est pas dans une majorité de cas, c'est-à-dire voire dans tous les cas, il y a beaucoup de, je ne dis pas que c'est de votre cas, mais il y a beaucoup de mauvaise foi quand on critique et qu'on attaque les papes. Donc pour en revenir à Nicolas V, il faut savoir que c'est un pape qui agit dans des circonstances très précises, en ce sens qu'il ne faut pas faire d'anachronisme et se replacer dans le contexte de l'époque, sinon on commet des fautes et des impairs historiques, c'est la première chose, et surtout rappeler et insister là-dessus que les papes ont toujours condamné l'esclavage. D'accord. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Franck Abed d'avoir accepté notre invitation, et à une prochaine fois pour une nouvelle émission. Oh.